Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Soleil Gilbert, je suis consultante en développement local et je travaille avec la ville de Beauceville depuis cet automne pour la participation citoyenne en lien avec le réaménagement là, du centre-ville. Donc, ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir en si grand nombre aujourd'hui. Donc, c'est ça, on est vraiment heureux, en fait, à la Ville de constater qu'il y a un si bel engouement autour de la démarche de participation citoyenne. Merci de vous mobiliser pour réaliser votre ville autrement. Sincèrement, on apprécie que vous preniez ce temps-là pour venir échanger avec nous. Avant d'aller plus loin dans l'explication du déroulement de la soirée, j'inviterai M. François Veilleux, le maire de votre ville, à venir nous dire un mot. Un mot. Réalisons Beauceville, c'est vraiment génial, avec la participation des gens ici ce soir, là, comme à la dernière rencontre aussi. Les élus, les employés, le directeur général, vraiment on est comblés. On a hâte de connaître vos idées, d'échanger avec vous autres, d'en parler avec l'équipe, tout ça. Vraiment, c'est une belle soirée qui s'en vient. Puis, bonsoir tout le monde. Puis ceux-là que je n'ai pas serré à la main, mais on va faire le tour des tables. Puis, let's go! On commence ça bientôt. Merci, M. Veilleux. Donc, le but des activités de participation citoyenne qui ont été lancées, en fait, c'est d'échanger avec vous pour réfléchir et réaliser la ville de Beauceville puis qu'elle vous ressemble. La ville a réalisé plusieurs études au courant des dernières années et il y en a certaines qui sont encore en cours. Ceux qui ont participé au premier café, vous avez pu en savoir un petit peu plus là-dessus. Ce qu'on veut pendant les consultations, en fait, c'est aussi tâter le pouls sur votre vécu, sur vos idées, puis amorcer un réflexe citoyen à Beauceville, donc prendre l'habitude d'aller vers vous avant de prendre des décisions au niveau de l'orientation municipale. Donc, aujourd'hui, on parle du réaménagement des quartiers autour de la rivière. C'est important de préciser qu'il n'y aura pas de cas par cas. On n'est pas là pour dire si oui, sur tel terrain, c'est possible de faire telle chose ou non. La réglementation est très, très complexe. Donc, il y a beaucoup d'exceptions. Donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à des projets ou par rapport à vos terrains qui sont en zone inondable, bien, on vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec le service d'urbanisme. On a Dominique Lamarre, qui est directrice par intérim du service urbanisme, qui est juste là. Elle a laissé des cartes d'affaires à l'avant. Vous aurez aussi l'occasion de discuter avec elle à la fin de la soirée. Évidemment, elle n'a pas tous ses règlements en main aujourd'hui. Elle ne pourra pas répondre de façon spontanée nécessairement à toutes vos questions, mais vous pourrez certainement prendre rendez-vous avec elle. Donc, si on continue au niveau de l'ordre du jour de la soirée, on va commencer en fait par une petite introduction où on va revenir sur la première activité de participation publique et ensuite on va faire une activité brise-glace pour apprendre à se connaître là, aux différentes tables. Ensuite, on va vous présenter, on va faire une présentation sur les zones inondables à Beauceville, les opportunités de réaménagement, puis on a une grosse activité d'échange. On va pouvoir se baser sur les cartes qui sont situées sur vos tables pour ces échanges-là. D'ailleurs, vous avez devant vous un cahier du participant, comme ceci. C'est un cahier qui vous appartient. Vous pouvez prendre des notes à l'intérieur de celui-ci toute la soirée. Vous allez pouvoir repartir avec. Et puis, vous avez à l'intérieur du cahier la même carte qui se trouve au centre de votre table. Donc, si vous voulez la noter, libre à vous. C'est un outil que l'on vous laisse. Donc, avant de commencer, là, je n'ai pas l'écran devant moi. Si des fois j'oublie de faire le switch, il faut me le tirer. J'aimerais vous présenter les intervenants, les animateurs qui sont présents ce soir. Donc, à l'animation, avec moi, M. Serge Vallée, directeur général de la Ville, et Mme Léa-Marie Caron de Vivre en Ville. Donc, ce seront eux qui feront les présentations là, avec moi ce soir. On a les différents membres du conseil qui sont présents ce soir. Je vous invite peut-être, membres du conseil, à vous lever.
Merci de votre présence, c'est très apprécié. En fait, c'est une volonté très forte des élus de faire ces activités-là, justement, pour être connectés à vos besoins, chers citoyens. Donc, ils sont là pour vous écouter aujourd'hui. Ce ne sera pas nécessairement les élus qui seront les plus proactifs autant, parce qu'ils ont un rôle d'observateur. Donc, voilà. Ensuite, on aimerait souligner la présence de Mme Marie-Philippe Lagueux-Veilleux, qui est agente de relations humaines au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Elle est située au bout de la salle, juste ici. Donc, Marie-Philippe est avec nous, en fait, parce qu'on traite quand même de réaménagement de terrain en zone inondable. On sait que c'est un sujet qui peut être encore délicat, sensible pour certains. Ça a eu des répercussions quand même sur vous, ces inondations-là. Donc, au besoin, sachez que Marie-Philippe est disponible pour vous écouter. Donc, on a plusieurs animateurs qui ont accepté d'être avec nous ce soir pour animer les ateliers d'échange. Donc, du service des loisirs, Caroline Pépin. Je n'ai pas tous vu. Donc, Caroline, juste ici. Marie-Michel Lachance, actuellement à l'accueil. Julie Labonté. Julie, juste ici. Chantal Roy. Merci, Chantal. Du service du greffe, Sandra Bernard. Du service de l'urbanisme, on a présenté Dominique Lamarre il y a quelques minutes. Jacques Godbout, du service d'urbanisme aussi, et encore du même service, Roger Saint-Laurent, à l'autre bout de la table juste là. Du service des travaux publics, on a Mme Mélissa Rodrigue. Merci, Mélissa. Du service incendie, on a M. Daniel Fortin. Du service des communications, M. Paul Morin. Et on a Catherine Boisclair de Vivre-en-Ville qui accompagne la ville depuis le début de la démarche, juste ici. Marie-Claude Brassard du Centre intégré de services sociaux qui nous a animés de façon impromptue une table au premier café, qui maintenant a accepté de refaire l'expérience. Véronique Doyon de la table de développement social GRAP, au bout là-bas. Et finalement, ma collaboratrice Béatrice Lajoie-Denay. Donc, merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous aider pour l'animation de ce deuxième café. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on tenait à faire un bref rappel des éléments qui ont été discutés au premier café, puisqu'on a pratiquement là, le double de participants ce soir. Donc, M. Vallée, est-ce que vous pourriez nous rappeler, en fait, pourquoi ça l'a... dans quel contexte la ville a évolué depuis les dernières inondations et ce que la ville a pu faire, ne pas faire depuis? Bonsoir tout le monde. Oh. Faut juste... Bonsoir. Bon, ça va mieux. Malheureusement, en passant, je suis content de revoir beaucoup de visages que j'ai vus la première fois. Ça me fait plaisir de voir ce soir et ça me fait aussi plaisir de voir les nouveaux visages. Je le redis à ce soir, je l'avais dit aux personnes qui étaient présentes. Je l'ai dit pour les personnes qui sont nouveaux ce soir. Beauceville, c'est votre ville. On est là pour la travailler, la faire évoluer, la bâtir, mais on peut pas. C'est pas à nous de le faire avec juste nos idées. On a besoin des vôtres. Donc, ça va être encore une fois important ce soir d'amener vos idées, parce que c'est avec ça qu'on va travailler éventuellement. Vos élus vont travailler avec ça, c'est certain. Donc, l'importance est toute là. Malheureusement, encore ce soir, je suis encore enrhumé, donc vous n'aurez pas le droit à ma voix mielleuse habituelle. Ça va être encore ma belle voix rampeuse, mais j'ai quelqu'un avec moi qui a une voix mielleuse, donc c'est pas moi qui va parler toute la soirée cette fois-là. Quelqu'un va venir, puis ça va faire du bien à vos oreilles. Mais vous allez devoir me tolérer quand même pour certaines choses. Donc, rapidement, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je vous ai fait un tour d'horizon depuis 2019. Je n'irai pas autant dans les détails ce soir. Les personnes qui étaient pas là la dernière fois, gênez-vous pas. La vidéo va être disponible éventuellement, puis venez nous poser des questions, ça nous fait plaisir de vous répondre. La vidéo est déjà disponible sur la page web de Participation citoyenne pour ceux qui voudraient le réécouter. Vous m'avez pris de court, excellent, vous avez été rapide. Donc, vous vous rappelez bien, après 2019, ça n'a pas été facile pour personne. La Ville a dû faire des interventions rapides pour protéger la population. On a qu'à parler de la démolition des bâtiments. Donc, ça aussi été rendu problématique, peut-être même dangereux avec les inondations.
Il y a eu la mise en place d'une estacade, il y a eu l'intervention qu'on a maintenant toutes les années de la pelle amphibie. Donc, il y a certaines choses qui ont été mises en place. Est-ce que les gens s'entendaient en avoir plus? Sûrement. Or, comme je disais la dernière fois, vos élus, dès le lendemain, se sont mis à réfléchir puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Beauceville. On est allé chercher des ressources, on a discuté avec beaucoup de gens, se sont mis à l'action, mais malheureusement, malgré toutes les idées qui ont été proposées, tout ce que vous avez pu entendre depuis 2019, il y a des contraintes qui sont venues ralentir tous les processus qu'on semblait vouloir mettre en place. Comme rapidement, je vais parler de la zone d'intervention spéciale. Ça a été mis en place après les inondations, puis du jour au lendemain, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. Il y a eu la pandémie qui est arrivée immédiatement après, qui a ralenti le travail, l'augmentation considérable des coûts de construction, des taux d'intérêt. Donc, bref, il y a eu plusieurs choses qui sont venues vraiment nous ralentir. Même je vous dirais, les aides financières, il y a eu des modifications, il y en a des nouvelles qui sont apparues. Il a fallu vraiment prendre le temps de voir tout ça dans son ensemble, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Rapidement, ça crée de l'incertitude, je dirais. C'est certain que, Marie-Solène a parlé tantôt, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des nouvelles réglementations. Encore aujourd'hui, en 2024, on n'a pas encore le final. On s'attend à avoir une zone définitive. Ça va être quoi? Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement va nous permettre? Comment on pourra travailler avec la zone inondable? Mais je vous dirais, ça va venir au cours de l'année 2024, mais on n'en est pas encore là. Donc, c'est pour ça, ce soir, on va vous amener certains points, mais il faut faire attention. Il faut toujours garder une certaine marge parce qu'il n'y a rien de définitif encore avec la réglementation gouvernementale. Je dirais rapidement, la dernière fois, j'ai parlé des études, puis je pense que je n'ai tellement parlé, je vous ai écrit, en tout cas, je pense que la plupart des gens, vous le savez, on en a mis beaucoup en place. Plusieurs s'achèvent. Puis, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que maintenant, on va avoir un profil, on va avoir une image. C'est quoi Beauceville? C'est quoi que ce soit nos capacités au niveau de nos infrastructures, la fourniture de l'eau, le traitement des eaux usées, les terrains, les sols, est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut? On a beaucoup de territoires, mais est-ce qu'on est en mesure de pouvoir développer là-dessus? Donc, ces études-là étaient importantes pour qu'on sache vraiment où on voulait s'en aller, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire, puis de le faire de façon durable et de façon intelligente. Donc, rapidement, je vous dirais que qu'est-ce que j'ai retenu la dernière fois? Il y avait des préoccupations centrales qui sont ressorties. Donc, une en particulier que on m'a fait retenir, j'ai resté surpris un peu. Les gens sont intervenus, les gens ont posé des questions, on a répondu à vos questions, mais on a parlé des logements. J'ai entendu, pourquoi plus de logements? Pas fou. Pourquoi on veut plus de logements? Pourquoi qu'on veut grossir? Est-ce qu'on veut vraiment grossir? Donc, c'est sûr que quand on parle d'amener plus de gens, bon, on dit souvent plus de payeurs de taxes pour se partager la tarte, hein, la tarte de paiement, alléger le fardeau fiscal de l'ensemble. On parle aussi d'amener une grosse ville, attirer des grosses entreprises. Le rayonnement, c'est beau tout ça, mais ce n'est pas nécessairement ça. Quand on parle de plus de logements, vous avez tout entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est beau. On a des entreprises, on a beaucoup d'entreprises à Beauceville. On a un gros parc industriel. Vraiment, là, comparativement à des villes de notre grosseur, on a un très gros parc industriel, mais ça prend du monde pour travailler à l'intérieur. Et la part du monde qui travaille au parc industriel de Beauceville viennent de l'extérieur. Ça serait fun de les avoir avec nous ici à Beauceville. Donc, quand on parle de logement, c'est vraiment en mesure de desservir ces gens-là. On va avoir des besoins futurs qui vont arriver, puis ça va être de pouvoir les desservir. On a aussi, je vous dirais, les personnes, nos aînés. Il y en a beaucoup d'entre vous, éventuellement, qui allaient prendre votre retraite. On sait qu'il y a des gens, éventuellement, prennent leur retraite. Il y en a qui veulent moins entretenir des grandes maisons, des choses comme ça. Bon, ils aimeraient bien avoir des logements plus adaptés, confortables et tout. Alors, il va falloir y penser ça avec. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir penser. Puis c'est pour ça que j'ai retenu ça. Quand on m'a dit, quand j'ai entendu ce commentaire-là, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose en arrière de ça, puis il faut vraiment comprendre qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les gens voulaient dire. Puis c'est ça que je le vois comme ça. Dites-vous aussi, on a des enfants qui grandissent. On ne voudrait pas qu'ils partent ailleurs. On veut les garder ici. On a du travail. On a beaucoup d'emplois dans la région. On veut les garder ici. Mais pour les garder ici, il faut être en mesure de leur offrir le logement qui leur convient. Et j'irais même vous donner un exemple. Nos enfants vont faire des enfants. Ils vont avoir besoin d'enseignants. Mais la jeune enseignante qui va venir à Beauceville, s'installer à Beauceville pour pouvoir enseigner à nos jeunes, bien, il va y falloir un logement. Elle va arriver ici, il va y falloir une maison à un moment donné. Donc, vous voyez, vous, l'importance là, du développement, c'est comme ça que je veux que vous le compreniez.
pas nécessairement de dire qu'on veut absolument grossir parce que c'est dans l'ordre des choses. Non, non, non. C'est vraiment pour être capable de répondre à tout le monde, aux besoins de tout le monde. Donc, là, ce soir, on va travailler d'autres choses que ça. Ça, c'est vraiment un peu plus qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois. On va peut-être y revenir à la troisième causerie. Mais juste pour... moi, je voulais juste souligner ça. Puis, finalement, je vous dirais, on a parlé aussi rapidement, ça a suscité de l'intérêt. Je disais, j'ai appris à plusieurs personnes, mais il y en avait qui s'en doutaient. Malgré qu'on est la ville la plus grosse dans la MRC, on n'est pas la ville-centre. Il y en a qui se souviennent peut-être, là. Finalement, une ville-centre, en temps normal, c'est où on retrouve toutes les institutions, tous les services. C'est vraiment ça, une ville-centre. Puis ici, Robert Clich, Beau-Centre, ben, on se partage ça entre deux villes, Saint-Joseph et Beauceville. Donc, pour ça, on a parlé un peu. On va y revenir au courant des prochaines semaines. Il y en a qui disaient, bon, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs qui étaient là, on veut les rencontrer avec parce qu'il va falloir aussi travailler là-dessus éventuellement. Donc, vous voyez, c'est tous ces points-là qu'on a discutés. C'est intéressant, on a eu des idées. Là, on va mettre ça de côté, puis ce soir, on va se concentrer un peu plus sur les terrains. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, gênez-vous pas, venez nous voir, puis si ça vous suscite un intérêt, ce dont je viens de parler, bien, ça va me faire plaisir de vous rediscuter avec vous. Merci beaucoup, M. Barry. Vous voyez, en fait, sur le PowerPoint, une image, en fait, qui est tirée du projet urbanistique de la municipalité de Scott. Parmi les études que la Ville a produites, dans le fond, dans les derniers temps, il y a Vivre en Ville qui a été mandaté pour faire un scénario, un rapport diagnostique au niveau de la Ville de Beauceville, mais qui est aussi mandaté pour réaliser un projet urbanistique. Un projet urbanistique, dans le fond, c'est de mettre en plan les aménagements futurs potentiels qui pourraient être aménagés à Beauceville. Puis, ce qu'on fait, en fait, avec les consultations publiques, c'est qu'on vient préciser certains éléments du diagnostic pour être en mesure de dessiner le Beauceville de demain, puis ensuite d'adapter toute la réglementation requise pour réaménager Beauceville. Donc, ultimement, ce que la Ville pourra présenter aux citoyens dans un avenir de moyen terme, c'est un plan comme ça pour dire, bien, voici, quand on aura tous les résultats des études, la nouvelle zone inondable, bien, voici de quelle façon on pense qu'on pourrait construire le Beauceville de demain. Donc, ça vous donne une petite idée. Pour ceux que ça intéresse, on a déjà colligé en fait les données du premier café. C'est disponible sur le site web de la participation citoyenne. De manière générale, en fait, les personnes qui ont participé étaient particulièrement heureuses de voir que la Ville avait la volonté de prendre en charge son développement puis d'être impliquée là-dedans. On a beaucoup parlé des études qui faisaient état des contraintes reliées au relief accidenté de la Ville, mais il y a beaucoup de citoyens aussi qui voyaient ça comme une force. Ça a été soulevé à maintes reprises. Beaucoup de citoyens qui se questionnaient sur le potentiel de développement de Beauceville versus l'ensemble des enjeux, des contraintes qui ont été soulevées lors de ces études-là. Donc, on va essayer d'apporter un petit peu de clarté par rapport à ça. Ensuite de ça, ben, plusieurs d'entre vous se questionnent sur les formes puis les sites qui sont ciblés pour le développement futur, d'où la raison pour laquelle je vous ai montré le projet urbanistique vers lequel la Ville s'en va. Donc, on va commencer, en fait, sans plus tarder, à avoir des petites discussions là, en table de travail. Donc, on a une petite activité brise-glace à vous proposer. L'idée, c'est que vous puissiez vous présenter. Et ce qu'on veut savoir, en fait, c'est ce qui vous a motivé, dans le fond, aujourd'hui, à participer au Café Causerie sur le réaménagement en secteur inondable. On sait que ça a eu des impacts importants, les inondations à Beauceville, tant au niveau socio-économique qu'environnemental, au niveau de la santé physique et psychologique des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous passez votre mardi soir avec nous? Donc, on vous invite à y réfléchir. Vous avez... votre animateur, en fait, va vous distribuer un petit post-it. Prenez 2-3 minutes pour y penser. Puis ensuite de ça, vous vous présentez, puis vous indiquez aux gens qui sont à votre table pourquoi vous êtes là ce soir. On prend un petit 10 minutes pour faire ça. Je tiens à préciser qu'on a des médias dans la salle. Donc, on a M. Silvio Morin, qui est là de Embauche.com, et on a aussi M. Jacques Légaré de la télévision communautaire de Beauceville. Donc, la présentation qu'on fait ici à l'avant est filmée. Par contre, M. Morin et M. Légaré participent
participent aux tables d'échange à titre de citoyens. Donc, sachez, si vous êtes assis aux tables de ces personnes-là, que tout ce qui est dit aux tables ne sera pas rapporté dans les médias. Ces personnes-là vraiment participent, comme vous, comme moi, aux activités, sans pouvoir rapporter là, vos propos. Vous confirmez, messieurs? Parfait. Donc, animateurs, animatrices, c'est le temps de vous trouver des secrétaires et des co-porte-parole. Je vous explique, en fait, on a 2 activités d'échange. La première qui commence incessamment, puis il y a un autre atelier un petit peu plus tard dans la soirée. On a besoin de colliger toutes les données, tous les échanges que vous allez avoir. Donc, on a besoin à chacune des tables que quelqu'un se porte volontaire pour être secrétaire puis prendre en note qu'est-ce qui se dit. Puis, à la suite des cafés-causeries, on dresse un rapport, en fait, officiel des échanges, puis on est en mesure aussi d'établir certaines... Le conseil municipal peut en prendre acte, fonder aussi certaines de ses décisions sur vos idées, vos propositions et tout ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, on a 10 minutes pour procéder. La moitié du temps, je vous ferai signe pour être sûr qu'on rentre dans nos délais. Donc, pour la suite de la soirée, en fait, c'est Mme Léa-Marie Caron, ici, de Vivre en Ville, qui va faire la présentation. Vivre en Ville, c'est une boîte de services conseils en aménagement du territoire et en urbanisme. Donc, il accompagne la ville de Beauceville depuis plus d'1 an, si ce n'est 2, à faire justement le diagnostic urbanistique et à faire les scénarios urbanistiques là, pour les suites. Donc, Léa-Marie a une maîtrise en aménagement du territoire et c'est elle qui va vous présenter là, l'état des lieux au niveau des zones inondables à Beauceville. Merci, Léa-Marie. Excuse-moi, il faut que je pose une question, Léa-Marie. Moi, je fais ma job à moitié. Est-ce que tu pourrais nous dire, Léa-Marie, quel est l'état des lieux aujourd'hui suite aux inondations de 2019? C'est quoi les impacts de ces inondations-là sur Beauceville? Oui, bonjour à tous. Je vais vous parler des principales observations qu'on a faites, mais d'abord, on va se mettre en contexte, puis on va regarder le contexte géographique dans lequel on se trouve, juste pour mettre la table. Donc, on a la rivière Chaudière, une rivière qui fait 185 km de long, du lac Mégantic jusqu'au fleuve Saint-Laurent, et dans laquelle il y a beaucoup d'autres petites rivières qui viennent se jeter pour couvrir un bassin versant qui fait 6700 km². Quand je dis bassin versant, puis là, précisément le bassin versant de la rivière Chaudière, c'est en fait c'est un terme qui fait référence à tout le territoire où chaque goutte d'eau qui tombe vient se ramasser dans la rivière Chaudière. Donc, c'est un territoire assez grand, donc ça fait beaucoup d'eau qui se ramasse dans la rivière Chaudière. Puis, plus particulièrement, la ville de Beauceville, on se trouve dans ce qu'on appelle la moyenne Chaudière, qui est en fait le fond de vallée où la pente est assez faible et où les berges sont peu élevées, ce qui donne un effet comparable à un entonnoir, donc où l'eau arrive rapidement et en grande quantité. Donc, c'est l'état dans lequel on est aujourd'hui. Puis, un élément particulier pour la rivière Chaudière, c'est que c'est une rivière qui s'écoule du sud vers le nord. Donc, ça peut créer beaucoup d'embâcles parce que l'eau dégèle plus rapidement en amont au sud, puis ça vient se buter aux glaces qui sont encore formées en aval. Donc, pour ce qui est de l'état des lieux actuels, on a sur cette carte-ci la zone qui a été inondée en 2019. C'est la zone que vous avez sur votre carte. On remarque que c'est une inondation majeure qui a touché une grande partie de la ville. Puis on remarque aussi que cette inondation-là a largement dépassé les limites des zones inondables qu'on connaissait au préalable, là, qui étaient dans la réglementation du gouvernement. Je vais revenir un peu plus en détail sur cet aspect-là un peu plus loin. En 2019, ce qu'on voit sur la carte en gris, c'est toutes les démolitions qui ont eu lieu. On remarque que du côté juste de l'habitation, on a perdu 58 maisons individuelles, 2 maisons jumelées, 20 bâtiments multilogements, donc ça fait beaucoup de personnes qui ont été impactées. On remarque aussi qu'il y a eu 12 bâtiments commerciaux ou mixtes, 1 bâtiment communautaire et 2 bâtiments industriels qu'on a perdus à Beauceville, donc c'est des grandes pertes qu'on a eues. En image, l'impact des démolitions est assez frappant, surtout sur la rive ouest. Ici, on est au niveau de la 114e rue, où est-ce qu'on a perdu beaucoup de résidences. Aussi de l'autre côté, sur le boulevard Renault, donc côté sud du pont sur l'image, et côté nord du pont, aussi beaucoup de résidences qui ont été démolies. Puis finalement, dans le centre-ville, où est-ce qu'on a perdu aussi beaucoup de commerces. Donc, si on revient à la carte des démolitions et qu'on ajoute en vert, c'est d'autres terrains vacants pour toutes sortes de raisons.
on se rend compte que dans la zone inondable de référence, donc de 2019, il y a vraiment beaucoup de terrains vacants à Beauceville. Bon, c'est beaucoup d'informations en rafale. Monsieur Vallée, dans le dernier café, on avait entendu la préoccupation de certaines personnes, comme quoi il semblait y avoir d'autres bâtiments qui étaient endommagés puis qui inquiétaient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus des autres bâtiments qui sont dans cette zone inondable? Écoutez, vous avez été témoin de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Vous avez vu les bâtiments tomber les uns après les autres. Heureusement, ça tire à sa fin d'une certaine façon. Je vous dirais qu'il reste un seul bâtiment là, qui va être démoli éventuellement, c'est CarQuest. Et oui, puis à partir de là, on s'entend, il y a des gens souvent qui nous disent bon, ben il reste encore des bâtiments qui ne sont pas détruits, qui sont en piteux état. Il faut faire attention. Ça reste quand même des bâtiments privés. Ça appartient à des gens. Et je vous dirais que c'est pas que les gens ne veulent pas les détruire, mais il y en a encore qui veulent essayer de faire des projets. Puis ça, on ne peut pas empêcher ça non plus. Si les gens sont en mesure de pouvoir rénover, immuniser, puis conserver le bâtiment, bien, c'est un gros plus. Je vais vous donner un bel exemple. À côté du IGA, le bâtiment où est-ce qu'on a maintenant un fleuriste, ce bâtiment-là était en train de se vider. Il est dans la zone inondable, à peu près. Il a été très impacté. Puis finalement, il y a un entrepreneur, il l'a repris, puis aujourd'hui, le bâtiment est plein. Donc, au lieu de se retrouver avec un gros trou, si on l'aurait mis à terre, bien, il subsiste. Puis je peux vous garantir que la personne qui l'a pris en main va aller plus loin, là, essayer de le protéger, son bâtiment. Mais vous voyez, c'est important. C'est beau de dire, on détruit, il faut enlever, mais on ne peut pas non plus s'arrêter à juste détruire puis se retrouver avec des terrains vides. Quand on peut faire quelque chose, il faut le faire. Et actuellement, quand vous vous promenez sur le boulevard Renault, vous voyez certains bâtiments, dites-vous qu'il y a sûrement un projet en arrière. Je ne peux pas m'avancer actuellement, parce que le problème, c'est que tant que moi, je n'ai pas décerné un permis, ce n'est pas officiel. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens, éventuellement, qui vont déposer des plans, qui vont déposer des choses. On va leur mettre des permis, puis on pourra revitaliser certaines choses dans Beauceville, puis ça va faire du bien. Donc, c'est une question de temps. Oui, c'est long, mais je vous l'ai dit tantôt, on a été impacté. Il y a eu beaucoup de problématiques. La réglementation, elle a bougé énormément. À un moment donné, on ne savait plus, est-ce qu'ils peuvent rénover? Est-ce qu'ils peuvent reconstruire? C'était très difficile. Et j'en viens à mon autre point. C'est certain qu'actuellement, les bâtiments qui peuvent être rénovés le sont, mais dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'il y a, c'est que les bâtiments, les gens ne pourraient pas les agrandir. S'ils veulent les rénover, ils doivent les rénover en fonction de ce qu'ils ont en place. Donc, on peut enlever toute la structure, puis avec le solage, imaginez la grosseur du solage, puis on remonte en fonction de cette grosseur-là. On ne pourrait pas élargir. Mais les gens ont encore l'opportunité. Il y en a qui se sont fait dire qu'il n'y a plus rien, les gens ne peuvent plus rien faire. Non, ils peuvent encore faire certaines choses. Ils sont limités, mais ils peuvent encore, en hauteur et en rénovant. Donc, bien, si on peut aider ces gens-là, puis on peut leur permettre de le faire, on va essayer de le faire. D'autre part, malheureusement, les terrains où les bâtiments ont été détruits, on ne pourra pas reconstruire. Ça, c'est dommage. Je sais, il y en a qui disaient, bien, un jour, est-ce que le gouvernement va permettre? On ne pourra pas reconstruire. Sauf, on est là ici pour ça ce soir, on peut faire d'autres choses. C'est pour ça qu'on va poser des idées, puis vous allez vous faire présenter un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs. Il y a des choses qui sont faites. Il n'y a pas juste Beauceville qui a vécu ça. Donc, c'est bien important. On ne peut plus reconstruire, mais il y a des choses qu'on peut faire avec nos terrains. Pour les bâtiments, il y en a certains, malheureusement, je pense qu'on ne sera peut-être pas capable d'arriver à faire quelque chose là, du renouveau avec. Et bon, mais c'est pas une question de zone inondable, mais il y a un règlement à la ville de Beauceville qui s'appelle le règlement sur nuisance, puis éventuellement, on n'aura pas le choix. Ceux qui n'ont vraiment plus rien à faire, bien, on va intervenir. La ville va intervenir au moment opportun. Mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop vite. Parce que moi, quand je suis arrivé en poste, ça fait 2020, j'en ai vu certains, j'étais sûr que ça va disparaître, ça. Puis aujourd'hui, on monte des plans, là, des plans préliminaires. Alors, donc, puis je reviens à mon exemple de tantôt. Si on aurait fait tomber le bâtiment, je n'ai pas le nom, là, je ne sais pas comment le nommer, mais le bâtiment où est-ce que. Gagnon, le bâtiment de Paul Gagnon, on aurait un gros. Imaginez le trou qu'on aurait, puis là, ben, ça vit encore. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire le tour un peu. Je voulais quand même vous mettre face à la réalité. En octobre, on devrait avoir là, définitivement là,
Je l'espère. C'est pas parce qu'ils nous promettent pas. C'est pas évident non plus pour les gens du gouvernement. Il y a Beauceville, il y a d'autres villes. Monsieur Vallée, je laisserai peut-être Léa Marie expliquer toutes les données par rapport à ces éléments-là dans une petite minute. Mais je vais juste vous dire, en octobre, on ose espérer d'avoir vraiment un définitif, puis quand on va l'avoir, on va être en mesure, finalement, de prendre les dernières décisions qui vont nous permettre de tout retravailler ce secteur-là, le secteur du centre-ville. Le ministre de l'Environnement m'a dit la semaine passée que ça allait déposer les zones inondables ce printemps. C'est le ministre qui m'a dit la semaine passée. J'ai posé la question, le processus d'adoption, mais la carte, le projet de zone inondable, le ministre de l'Environnement lui-même m'a dit jeudi passé à Scott que ça allait être déposé ce printemps. On va avoir des démarches. C'est pour ça que je dis automne, pour pas trop donner d'espoir rapidement aux gens. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, Léa Marie, est-ce que c'est possible de nous expliquer ce qu'on peut faire concrètement dans nos zones inondables à Beauceville? Oui. En fait, comme Serge vient de le dire, aujourd'hui, c'est assez difficile de répondre précisément à cette question-là parce que, comme vous le savez, le gouvernement est en train de tout revoir sa manière de gérer les inondations. Puis au moment où on se parle, il reste encore une part d'incertitude qui devrait s'éclaircir à l'automne ou au printemps, bientôt. Donc, avec le nouveau régime, en plus de changer la réglementation de ce qui sera permis ou non de faire en zone inondable, et qui, soit dit en passant, ça ne sera pas une règle uniforme, là, ça va être pratiquement du cas par cas, lot par lot. Mais donc, les délimitations des zones inondables vont aussi changer. Donc, sur la carte, vous voyez, c'est juste une carte fictive là, que le gouvernement a produite pour montrer la différence, dans la différence de traiter les inondations. Donc, actuellement, ce qu'on connaît, c'est ce qu'il y a sur la carte de gauche. Donc, c'est divisé en deux. Il y a les secteurs 0-20 ans. Dans le fond, c'est vraiment de parler des inondations sur la fréquence d'inondation. Donc, on a les secteurs 0-20 ans, où est-ce qu'il y a une probabilité d'une chance sur 20 d'être inondé chaque année. Puis, il y a les secteurs 20-100 ans, où est-ce qu'il y a une chance sur 100 d'être inondé chaque année. Donc, ça, c'est ce qu'on était habitué d'entendre. Mais ces données-là ne prennent pas en compte les effets des changements climatiques. Donc, avec les nouvelles cartes, non seulement on va prendre en compte les effets des changements climatiques, mais aussi toutes les autres variables qui viennent influencer une inondation, comme par exemple la hauteur de submersion, donc l'eau monte jusqu'où, la durée potentielle de l'inondation et la vitesse à laquelle l'eau s'écoule. Donc, en croisant toutes ces données-là, on va obtenir des cartes, comme on voit à droite, qui ne sera pas seulement basée sur la fréquence, mais sur le niveau de risque. Donc, ça va être divisé en 4 catégories, donc de risque négligeable, faible, modéré ou élevé. Puis, à titre d'exemple, un bâtiment qui serait rarement inondé, mais qui, quand il est inondé, il y a vraiment une hauteur d'eau importante, pourrait être considéré comme à risque élevé. Puis, au contraire, s'il y a un bâtiment qui est fréquemment inondé, mais avec une hauteur d'eau vraiment moindre, ça pourrait être en risque faible. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exactitude quel secteur sera à quel niveau de risque, mais en fonction de ce que vous avez vécu et des hauteurs d'eau qu'on a vues ici à Beauceville, on peut quand même penser qu'il y a quand même plusieurs secteurs qui seraient à risque élevé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va partir avec cette hypothèse-là. Donc, de se dire que la zone inondable de référence de 2019 que vous avez sur votre carte, c'est une zone où est-ce qu'il n'y aura rien de construisible de manière traditionnelle ou permanente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles constructions, mais pour les bâtiments existants qui sont en zone inondable, il y aura quand même certaines possibilités, comme Serge en a glissé un mot. Donc, il pourrait y avoir des rénovations ou des agrandissements, mais seulement en hauteur. Donc, rien qui vient changer l'emprise au sol du bâtiment. Malgré tout, si on envisage d'autres usages sans construction permanente, on remarque certains potentiels pour les sites vacants en zone inondable. On avait identifié notamment en vert plusieurs sites qui sont directement sur les berges, qui se prêteraient bien à la renaturalisation ou à l'opportunité de donner accès aux berges. En bleu, il y avait l'opportunité de créer un secteur à vocation récréo-touristique autour de la maison d'Élise notamment. Puis en jaune, ça serait des opportunités là, pour venir redynamiser le centre-ville. À vous. Donc, dans ce contexte d'incertitude-là, il y a quand même certaines avancées qui sont possibles, certaines mesures de résilience. Serge en a déjà fait référence à certaines. Peut-être qu'on pourrait apporter une précision sur peut-être pourquoi justement le bâtiment que vous évoquiez l'autre fois là, au niveau du commerce de la fleuriste, pourquoi il y a pu avoir des rénovations spécifiquement dans ce bâtiment-là. Fait que revenir sur le contexte d'empiètement au sol dans la rivière, je pense que c'est important de bien le comprendre.
Puis aussi sur le travail qui est fait entre la ville et les différentes instances, là, comme la MRC, les ministères, de quelle façon vous traitez les différents projets des promoteurs. C'est certain que, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont des projets, puis avec les bâtiments qu'ils ont actuellement et tout, les gens viennent à la ville pour voir sur ce quoi ils sont en mesure de pouvoir travailler. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a de la réglementation là, qui va venir avec ça, puis nos élus travaillent là-dessus là, actuellement. Là, même la ville, le gouvernement va baliser, mais la ville aussi va baliser ces futurs projets-là. Qu'est-ce qu'on pourra faire, comment qu'on va... Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je dirais qu'on sait actuellement, l'hôtel de ville, la caserne, il y a encore beaucoup de bâtiments, on n'aura pas le choix. On va les déménager, on va devoir enlever les bâtiments, ils ne resteront pas en place. Quand on les déménage, puis on a un soutien gouvernemental en plus, on n'a pas le choix là. Il faut les retirer, puis il faut passer à autre chose. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des choses qui vont pouvoir être faites, il y a des belles choses qui s'en viennent. Je ne veux pas m'avancer trop, mais un exemple là, qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on nous a parlé peut-être de faire des jardins pour aménager là, des... je n'ai pas le nom en tête, là, mais pour les papillons, les insectes, certaines caderies. Bon. Les monarques et tout. Donc, vous voyez, ça commence déjà. Mais je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas vous influencer, je veux que ce soit vos idées. La dernière fois, je vous ai parlé d'un projet important là, qui a eu lieu aussi, là, pour vous donner un exemple, le quartier de la Débâcle. Bon, la plupart des gens, vous êtes tout au courant. Il y a un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble et ont décidé de travailler pour la sauvegarde de la maison d'Élise et plus loin que ça encore, de faire tout un quartier au complet où on va pouvoir leur recréer une certaine vie en lien avec l'interprétation de la rivière et tout. Mais ça va amener un rayonnement à Beauceville, ça va amener des gens à Beauceville, puis ça va être bien aussi pour les gens de Beauceville. Donc, vous voyez, il y a des beaux projets qui se font quand même, il y a des possibilités. Moi, je vais juste vous dire, là, je termine avec ça, il ne faut pas se décourager, rester optimiste, puis vous allez voir, on va pouvoir faire des belles choses avec ce qui s'en vient. Donc, concernant les avancées dans le contexte d'incertitude, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on peut, au niveau des bâtiments existants, faire du réaménagement, des rénovations, tant qu'on n'empiète pas davantage dans la rivière. Donc, on rénove l'intérieur d'un bâtiment où on agrandit en hauteur. Monsieur Vallée a aussi parlé un petit peu de l'hôtel de ville avec la caserne incendie qui va éventuellement être relocalisée. Je pense que c'est pertinent d'ajouter que la Ville a fait une démarche de consultation avec les organismes communautaires pour connaître leurs besoins. Certains organismes ont aussi perdu leurs locaux lors des inondations. Donc, cette étude-là a été réalisée en décembre. On en sait maintenant davantage sur la façon dont se déplacent, par exemple, certaines personnes un petit peu plus démunies à Beauceville, quels sont les besoins en matière de locaux des organismes, de quelle façon les organismes à but non lucratif qui n'ont pas leur siège social à Beauceville interviennent avec les citoyens de Beauceville, quels seraient leurs besoins pour prendre ça en compte aussi là, lors des réaménagements. Concernant, là, dans le fond, les usages possibles, il y avait le parc attractif, effectivement, pour les monarques qui a été élaboré. La Ville travaille aussi en collaboration étroite avec un comité concernant le quartier de la Débâcle, qui est d'ailleurs identifié là, sur votre carte. Il y a un projet de marché public aussi qui est en cours à la Ville, donc qui se déroulerait, là, dans le fond, dans le même secteur que le quartier de la Débâcle, mais c'est deux projets qui sont complémentaires, éventuellement aussi une halte VR qui est sur la table. Donc, c'est tous différents projets qui pourraient, qui prendront place ou qui pourraient prendre place dans les prochaines années. Puis, lors de l'atelier, dans quelques minutes, on va vous inviter à réfléchir sur ce qu'on peut faire là, sur les bâtiments publics qui sont vacants. On veut vous entendre là-dessus, justement pour pas qu'ils demeurent vacants ad vitam aeternam. Donc, j'ai de la misère, mes doigts. J'aimerais ça, Léa Marie, si tu pouvais nous présenter quelques exemples inspirants dans le fond de réaménagement en zone inondable qui ont été faits là, dans d'autres municipalités au Québec ou au Canada. Merci. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs exemples intéressants d'initiatives qui ont été prises un peu partout au Québec. Dans les villes qui ont opté pour faire de la renaturalisation en zone inondable, il y a Saint-André d'Argenteuil qui a préparé un plan de protection et de valorisation des propriétés vacantes municipales
dans le fond, qui consiste à renaturaliser des terrains ciblés là, qui ont été démolis avec des espèces de végétaux adaptés au milieu. Comme on le voit sur l'image, donc c'est des maisons qui ont été démolies, puis on a choisi de faire de la plantation d'arbres pour les remplacer. Dans les exemples de secteurs en zone inondable qui ont été transformés en sites récréo-touristiques, on a la fameuse petite maison blanche de Chicoutimi, qui est devenue un parc, puis aussi un musée pour commémorer le grand déluge de 1996. Plus près d'ici, il y a le domaine Tachereau à Sainte-Marie, qui est un parc nature, mais qui a aussi des éléments d'interprétation pour comprendre l'ampleur des inondations. Donc, il y a des œuvres d'art, il y a des passerelles là, qui montrent la hauteur à laquelle l'eau est montée. On peut penser à ce qui se fait ici même, sur l'île Ronde. On a choisi du mobilier amovible qui se retire complètement, puis une passerelle qui peut se lever pour ne pas être endommagée par les glaces. Puis finalement, on voulait vous présenter un exemple de cas qui pourrait être intéressant pour le secteur du centre-ville, où est-ce qu'il y a les commerces. Donc ici, c'est une rue commerciale à Gaspé, qui est faite un peu sur la même topographie qu'ici, c'est-à-dire qu'il y a une rue au niveau de l'eau, donc comme le boulevard Renault, puis il y a une rue plus en hauteur, comme la 9e à peu près, entre lesquelles il y a des commerces qui ont été insérés, qui ont des entrées sur chacune des rues. Donc, au niveau bas, où est-ce qu'il y a le stationnement, il y a les entrées secondaires, puis en haut, ils ont pu faire une petite rue commerciale assez intéressante pour les piétons, avec des entrées principales soignées, donc pour faire une petite rue commerciale intéressante. Là-bas, ils n'ont pas fait ça à cause qu'ils ont des problèmes d'inondation, mais ça crée quand même un effet intéressant donc, pour créer une rue commerciale, puis laisser les usages moins vulnérables aux inondations, là, comme le stationnement en bas près de l'eau. Merci, Léa-Marie. Donc, pour la suite, en fait, on veut vous entendre. On vous a transmis beaucoup d'informations. Vos animateurs vont vous expliquer en profondeur quelle est l'activité. Mais en gros, on veut vous entendre, en fait, sur les sites et les zones que vous aimez fréquenter. Donc, vous avez sur votre carte, dans le fond, en bleu foncé, la rivière, évidemment. En bleu pâle, la zone qui a été inondée en 2019. Donc, comme l'a expliqué Léa-Marie et M. Vallée, on n'a pas encore les nouvelles cartes du gouvernement. Elles viendront dans le courant de l'année 2024. On peut penser, à ce stade-ci, qu'on va être en zone à risque modéré ou élevé. Donc, pour les échanges aujourd'hui, on prend en considération que tous les sites qui sont situés dans la zone bleu pâle, on ne peut pas faire de nouvelles constructions. On ne peut pas empiéter dans la rivière, ou dans le terrain qui pourrait potentiellement être inondé dans ce secteur-là. Sur votre carte, dans le fond, vous avez en gris les propriétés privées qui sont vacantes, puis vous avez aussi les propriétés municipales vacantes. Donc, évidemment, les élus, l'équipe administrative de la ville pourront travailler de pair avec les promoteurs pour les accompagner puis les aider dans la mesure du possible à réaliser leurs projets privés. Par contre, ce que la ville va vraiment pouvoir prendre en charge elle-même, c'est les projets qui seront dans l'emprise publique. Donc, gardez ça quand même en tête dans vos discussions, même si on voudrait bien avoir une salle de quilles sur une propriété privée en zone inondable, c'est pas la ville qui va pouvoir faire ça demain matin, là. Donc, gardez ça en tête dans vos réflexions. Ceci dit, si dans la ville, on a des promoteurs, des entrepreneurs, des propriétaires de terrain en zone inondable qui aimeraient éventuellement faire quelque chose puis qui sont préoccupés par le fait qu'on n'ait pas encore les nouvelles cartes du gouvernement, vous pouvez nous le dire, on est là pour vous entendre. Simplement garder en tête que la ville peut prendre action sur les terrains dont elle est propriétaire et accompagner les promoteurs privés dans leur démarche s'il y a lieu avec la MRC, le ministère, pour d'autres types de développement. Donc, vos animateurs vont vous distribuer des petits autocollants, comme ça ici. Donc, avec les autocollants verts, en fait, vous allez être invité à poser votre autocollant sur la carte pour identifier les sites et les zones que vous aimez fréquenter. Donc, si, par exemple, moi, Marie-Soleil, j'aime bien aller sur un terrain vacant X pour aller pique-niquer avec mes enfants, ben je peux l'indiquer là. Puis, éventuellement, la ville pourrait penser à aménager une halte pique-nique parce qu'on réalise qu'il y a plein de gens qui l'utilisent déjà pour cette vocation-là. Exemple, je donne un exemple comme ça.
Ensuite, au niveau des autocollants jaunes, ben, on vous indique à nous indiquer quelles sont vos aspirations, vos idées, ou si vous avez des projets potentiels à partager par rapport à un site en particulier. Puis ensuite, en rouge, ben, est-ce qu'il y a des sites ou des zones qui vous préoccupent particulièrement? Vous vous dites, ben, moi j'ai remarqué qu'il y a la renouée du Japon sur ce site-là, puis j'aimerais ça qu'on le prenne en charge. Peut-être. C'est pas... Il y a différentes choses qui peuvent être pris en compte. Donc, voilà, vous êtes invité à nommer les sites que vous aimez fréquenter, les sites sur lesquels vous avez des idées et les sites qui vous préoccupent. Vous allez avoir 35 minutes pour réaliser l'activité, puis ensuite, on va revenir en plénière. J'entends déjà des gens parler. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Est-ce que c'est seulement pour les terrains vacains, le long de la rivière qu'on met nos post-it pour, mettons, qu'on vient de l'équilibrer, par exemple? C'est vraiment on parle vraiment du réaménagement dans les zones inondables aujourd'hui. Prochain café, ça va être dans le périmètre urbain hors zone inondable. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la zone en bleu, puis les terrains qui sont identifiés, principalement les terrains qui sont identifiés en turquoise parce qu'ils sont de propriété publique. Vous pouvez aussi quand même signifier certains éléments sur des propriétés privées au besoin. Merci, c'est parti. Donc, pour les suites, nous, on va colliger toutes les informations qui sont là. Comme on vous a dit au dernier café, il va y avoir un rapport d'émis à la fin des consultations. J'entendais plusieurs personnes manifester leur désarroi de ne pas pouvoir s'exprimer sur le développement hors zone inondable. C'est le sujet du prochain café. Donc, si ce n'est déjà fait, on vous invite à vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le lien disponible sur notre page Facebook, notre site Internet, ou encore directement sur le sondage qu'on vous invite à remplir. Vous aviez une feuille en dessous de votre guide du participant. C'est un sondage, on veut savoir d'où vous avez entendu parler de l'activité, si vous en êtes satisfait. On veut entendre vos commentaires, si vous avez trouvé les présentations ou les échanges trop courts, trop longs, peu importe, c'est le temps de nous le dire. Il en reste un café, puis on peut toujours s'améliorer. Donc, on les prend, les commentaires. Et puis, à part de ça, je vous dirais que ça conclut pas mal notre soirée. Donc, merci infiniment de votre participation. N'oubliez pas de remettre votre sondage à votre animateur. Et vous pouvez partir avec votre cahier du participant qui contient la carte.